tous les dimanches, 20h, 22h, Super 8 part en roue libre. Someone is killing today. Third world, third war, third class. Who cares about the poor death cries? Increase and keep the gap between us. À l'instant, c'était War par Bibi Tanga sur Super 8 Radio, extrait de son dernier album qui s'appelle Now et qui est édité chez Harmonia Mundi. On le voit pas, mais il est en train de montrer l'album. Oui, voilà, je fais comme à la télé, il n'y a pas de caméra, mais achetez-le. Achetez-le, c'est vachement bien. Alors on va décrire la pochette. Elle est noire. Bibi Tanga, il est centrafricain, donc il est noir. Sur la pochette, il est noir. Avec un chapeau noir, une cravate noire à pois blanc, une belle chemise blanche et même un petit manteau en fourrure. Et je suis 5 fois dessus. Nicolas Hulman, qui est avec nous de temps en temps, serait jaloux de ton manteau. Et il aime beaucoup ça lui aussi. Les manteaux de fourrure. C'est une pochette en noir et blanc, donc très belle pochette. C'est qui l'a faite? C'est Lucien Perrochon, photographe Lucien Perrochon, à qui nous rendons hommage, bien entendu. Bien sûr. Le message est passé. Bibi, je crois qu'on va parler maintenant. Bah ouais, on va parler un peu de toi, de ta vie. De ta vie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Non, je voulais juste débriefer sur War, parce que j'avais lancé Ngombe, c'était un peu marché sur les pieds avec Vincent, mais en fait ça tombait bien parce que c'est une autre chanson sur la guerre. Exact. Tu nous expliques un peu les paroles. Je te disais hors antenne, on a l'impression d'être un peu sous acide dans cette chanson, qui plane un peu. Comme la guerre du Vietnam. Bah, il faut être un peu sous acide pour faire la guerre. Tu vois, pour aimer la guerre, il faut être un peu sous acide, quoi. Qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson? Pas mal de choses, notamment comment on se comporte avec les gamins, par exemple sur le continent, ou comment on peut les délaisser, et aussi qu'on les pousse à faire la guerre, tu vois. To make them kill, on les fait tuer finalement, tu vois. Il n'y a plus cette place à l'enfance que nous, par exemple, ma génération, avons pu connaître. On se sentait quand même encadré, tu vois, on sentait pas à l'abandon, quoi. Donc maintenant je commence à voir un peu ça chez moi et ça me désole. Alors justement, donc on disait t'es né à Bangui le 19 septembre 69. Exactement. Donc t'as 44 piges. C'est ça, un mois de poids. Bangui, la capitale de la Centrafrique, République centrafricaine aujourd'hui. Tu es fils de diplomate. L'ancien diplomate, mais l'ancien diplomate qui l'a été. Tu as beaucoup bourlingué avec lui en fait. Exact. T'as pratiquement pas grandi à Bangui. Non, ouais, pratiquement pas. T'es parti en Russie, à Moscou, aux États-Unis, donc à New York. Et c'est juste à New York. Juste à New York, non, pas ailleurs, non, à Brooklyn. Il était mon père à bosser à Brooklyn, donc on passait le voir surtout en vacances pour les grandes vacances. J'étais en Belgique aussi, Berlin, puis on a fini en France ensuite. Enfin, on a fini là, quoi. Et vous avez fini là, quoi. Putain. Oh, la poisse. Il a bien été rétrogradé là, ton entre Belleville et Nanterre. Et donc c'est oui, tu as tes influences américaines dont on te parlait tout à l'heure. T'avais quel âge quand t'es arrivé là-bas? Ouh là là, j'étais minot, je devais même pas avoir 8 ans, un truc comme ça. Et alors les Negro Spirituals, c'était là-bas? Pas seulement, parce que mes parents ont toujours eu mon père a toujours eu le goût d'acheter des disques, et donc j'ai toujours le vinyle de Ella Jenkins avec la chorale de Chicago, ça a toujours été présent dans ma famille. Donc plus vieux souvenir, c'est de l'avoir entendu dès qu'on a commencé à aller à l'école, quoi, parce qu'on l'écoutait le matin. Mes parents le mettaient le matin. C'était un peu la bande son du petit déjeuner, tu vois. Donc d'accord. Alléluia. Ouais, tu vois. Alléluia, mes frères. Mais c'était il y avait un peu de gospel dans ce disque, mais c'est beaucoup de négro spirituel. C'est-à-dire que tu vois la différence entre le gospel et le négro spirituel. Non. Le gospel, c'est surtout des chants en relation avec les écrits, donc les évangiles. Et le négro spirituel, ça peut aussi aborder des sujets beaucoup plus profanes, tels que le travail dans les champs, ou une embrouille, ou une petite histoire d'amour, comme le blues, en fait. Joe. Ouais, ça reste du blues, mais comment dire, quand on parle négro spirituel et gospel, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, c'est les thèmes abordés qui sont différents. Le gospel est exclusivement religieux. Voilà, exactement. D'accord. Et donc, j'ai perdu mon papier sur l'ordinateur qui s'est mis en veille. Son papier sur l'ordinateur, un papier. Ah bah ouais, on est écolo, super vite. T'arrives en France, tu sors ton premier album qui s'intitule Le vent qui souffle. Ben, pas mal. C'était quoi? C'était tiré d'une petite nouvelle, on va dire, entre guillemets, que j'avais écrite. T'étais tout seul? Ouais, j'étais tout seul aussi, mais j'ai été produit par une amie qui s'appelle Émilie Pianta, qui avait monté un label qui s'appelait Hippie Music, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc elle avait monté ce label avec des membres de la Malka Family. Et, c'était en 2000? C'était en 2000, l'album est sorti en mars 2000. Donc voilà, ça fait... Et c'était parce que j'ai vraiment commencé la musique très tard. Avant, j'avais d'autres préoccupations. Tu faisais quoi?
Oh, je voyageais. En fait, je faisais des allers-retours entre la France et le Centrafrique, quoi. C'est comme ça que t'as bien connu le pays. Oui, parce que tu n'y as pas grandi. J'ai pas grandi, c'est-à-dire que j'ai commencé à y retourner. Pendant 10 ans, j'y suis pas allé en fait. Voilà. Donc la dernière fois qu'on y était allé, donc on était revenu en France, on a dû y aller, je devais avoir 10 ans. Et pendant 10 ans, je suis pas retourné, donc j'ai eu le bac. Peu de temps après, je me suis dit, allez, j'y retourne. Et en fait. Et t'es tombé amoureux à ce moment-là, en fait. Voilà, c'est-à-dire que j'y allais tous les ans, je restais 6 mois, donc j'avais même près des projets là-bas, qui ont tous capoté parce que j'étais pas. Vraiment... Des projets musicaux ? Non, j'étais pas dans la musique du tout. Du tout. Ah, vraiment pas, rien à voir. Business, voilà, exactement. Tu vendais de la drogue, quoi. Voilà, exactement. Et des armes. Et des armes. Il fait des chansons et maintenant, il fait des chansons contre la guerre. C'est l'hypocrisie totale. énorme. Donc voilà, nous sommes sur Super 8 Radio. Effectivement, voilà. Donc c'est là que j'ai épuisé tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu as épuisé les ressources de ton pays. Exactement. Et maintenant, je fais de la musique comme un bon salaud. Et non, voilà. Donc j'y allais. Je passais 6 mois par an là-bas. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je fasse quelque chose vu que je sais rien faire de mes 10 doigts. Donc je les ai mis sur une basse. Et j'ai repris un instrument que je faisais. Ça tombe bien, il y a 4 cordes. Exactement. Donc quand t'as des doigts en plus, c'est bien. C'est ce que je veux dire. Et ouais, c'est vachement pratique. Et du coup, en fait, tu racontes des trucs qui sont assez étonnants qu'on ne lit nulle part quand on entend parler de la Centrafrique. En général, c'est la guerre, etc. Et puis toi, tu dis, bah non, en fait, à Bangui, il y a un fleuve qui s'appelle le fleuve Ubangui. Et on mange le poisson de ce fleuve. Alors, on s'imagine une mégalopole complètement détruite par la guerre. Enfin, tous les clichés de la ville africaine, quoi. Et puis en fait, tu dis, non, c'est pas du tout ça. Non, d'ailleurs, les colons appelaient ça Bangui, la Bangui, coquette. la coquette. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Ce dont je parle. C'est-à-dire que je vois non, mais je parle de ton enfance, je parle de pourquoi t'es tombé amoureux de Bangui. Ah oui, bien sûr, oui. À 20 piges, voilà, c'est parce qu'en fait, c'est une belle ville. C'est une belle ville à la base, ouais, c'est une très belle ville. Très verte, les gens sont très sympas. Les deux communautés musulmanes et chrétiennes vivent en parfaite harmonie. Jusqu'à maintenant, voilà. Jusqu'à maintenant, pas 2 ans, enfin jusqu'à maintenant, un peu moins d'1 an. Mais effectivement, c'est pour ça que c'est une fausse guerre ce qui se passe actuellement. Mais à la base, c'est quand même une ville et un pays où les gens ont toujours eu l'habitude de vivre ensemble. Et quand je dis Bangui la coquette, parce que Bangui c'est vraiment une ville qui est en pleine jungle en fait. Ouais. Il y a de la jungle, même à l'intérieur de la ville. C'est vraiment une ville verte, quoi. Avec ce fleuve super propre où tu manges un poisson que tu n'as jamais mangé nulle part. Ouais, c'est dingue, on ne mangerait pas le poisson qu'il y a dans la Seine, quoi. Ah non, je pense. Enfin, si tu veux mourir, ouais. Et pourtant, non mais voilà, nous on a l'impression d'être la civilisation. Exact. Voilà, vous bouffez votre fleuve est super propre et vous bouffez le poisson du fleuve, quoi. En fait, ce qui nous manque, ce serait les hôpitaux d'ici. Pour résumer la situation, il y a un groupe de rebelles musulmans, la Seleka, qui prennent Bangui en mars 2013, c'est ça ? Exactement. Leur leader Michel Djotoja s'autoproclame président de la République. Voilà. La majorité chrétienne essaye de résister un petit peu. Puis là, il y a un énorme, c'est l'escalade. Il y a un énorme massacre dans un petit village qui s'appelle Bohong. Entre autres, quoi. Ouais. Entre autres. Et c'est là que la France décide d'intervenir. Voilà, c'est un peu. Je fais bien sûr. Synthèse, on n'est pas sur France Culture, mais non, bien sûr, juste pour savoir ce qui s'est passé. C'est un peu résumé, mais disons que oui, bon, donc ceux dont on parle. Toi, tu parles d'une situation pré-génocidaire et tu dis que la France a bien fait d'intervenir. Pour être plus précis, par exemple, les rebelles, c'est les cas qui sont arrivés. Ce sont des gens, parmi eux, ce sont surtout des mercenaires, quoi. Donc c'est des gens qui. Tu dis que c'est des mecs qui se sont armés en Libye. Que ce soit là ou ailleurs, de toute façon, c'est des gens qui arrivent, qui sont étrangers au pays et qui viennent avec des intentions criminelles à la base. Donc, ce sont des gens qu'il ne faut pas confondre avec les musulmans qu'il y a en Centrafrique. Ce sont des gens qui sont là, qui sont des Centrafricains, qui y sont nés, qui vivent de manière pacifiste. Et les chrétiens aussi qui sont là, à ne pas confondre avec eux, qui vivent de façon pacifiste. Ils ont réussi à recruter un petit peu, non ? Donc, la situation qui est arrivée, c'est une situation qui arrive dans tous les pays où les gens souffrent depuis 30-40 ans, soit de malnutrition et toutes ces conneries-là, qui sont affamés et qu'on peut manipuler à toutes les sources. Donc c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que ça, tu peux le calquer sur n'importe quelle autre situation dans un autre pays. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont utilisé le prétexte de la religion pour pouvoir mettre le pays sous coupe réglée, sachant qu'il y a plein d'autres ingrédients qui sont là depuis des décennies,
c'est-à-dire la déliquescence de l'État, la déliquescence de l'armée et tout ça. Donc, ce qui fait que ça crée une situation propice. Voilà, propice à ça. Quand on parle de somalisation des régions, c'est un peu le cas, quoi, tu vois. On n'en est pas encore là mais la France est intervenue à un moment donné où ça aurait pu vraiment être tragique. Ça commençait à tourner au truc génocidaire. Alors tu dis que c'est des mecs qui viennent de l'étranger et qui se sont notamment armés en Libye. Enfin, c'est pas que je dis qu'ils sont armés en Libye, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que bizarrement, depuis l'intervention française en Libye, on sait que voilà, on voit tout de suite qu'il y a eu des problèmes au Mali. On sait qu'il y a des armes qui circulent dans tous les sens. D'où est-ce qu'elles viennent, tu vois? Pourquoi dès la fin de ce régime-là, il y a tout plein de pays autour qui sont déstabilisés. Donc voilà. C'est tout ce que je dis. Je dis d'où est-ce qu'elles viennent ces armes-là, tu vois? Les gens, ils arrivent d'où? On sait que les armes circulent partout en Afrique en ce moment. Tu vois, ces mercenaires-là qui sont habitués à faire la guerre depuis des décennies, voilà, ils sortent d'où? C'est quoi leur intérêt? Tu vois? Quand tu sais que pour la plupart d'entre eux, certains ne savent ni lire ni écrire, je me pose la question. Tu dis, je cite, il faut savoir qu'à la morgue de l'hôpital à Bangui, quand on va chercher un parent décédé, on trouve 3 cadavres dans les emplacements frigorifiques en principe réservés à une seule personne. C'est ça qui fait péter les plombs aux gens. Tu parles de malnutrition, mais ça aussi c'est... Oui, ça fait péter les plombs. Quand tu vois comment... moi, je parle de l'hôpital dans lequel je suis né, tu vois. Donc, je suis né il y a longtemps. C'est la situation que je décris avec quand tu vas pour enterrer un de tes proches, que dans... ça, c'est une situation normale. C'était avant même qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je te parle d'un... Ça, je décris une situation qui date il y a 15 ans maintenant. 15 ans. Et ça s'est pas amélioré depuis. Ça s'est pas amélioré, donc voilà. Donc tu sais, quand tu es sur une espèce de poudrière de ce genre-là, tu peux faire exploser n'importe quoi. Tu vois. Et les gens en ont profité. Toi, tu parles de ta famille aussi. Tu dis que tu as des cousins qui ont réussi à se réfugier en Israël, puis en Espagne. Bon, voilà, ils sont en exil, quoi, concrètement. Oui, bah après, les gens partent, parce que dans chaque famille, tu as des musulmans, tu as des chrétiens. Mais il y en a qui ont eu des musulmans qui ont eu des problèmes vraiment et qui ont été obligés de quitter le pays. Et donc, c'est déjà un constat d'échec, tu vois. Quand ça arrive, tu dis, bon, il y a vraiment... Il y a des membres de ta famille dont on a brûlé la maison. Bien sûr, déjà de ma famille, mais pas seulement. C'est-à-dire que là, en fait, les gens me disent, c'est que Bangui est méconnaissable. Je voulais parler de ça par rapport à cet album dans lequel donc, on a entendu la chanson War, on parlait tout à l'heure de la chanson Ngombe. C'est quelque chose... Tu parles de tous ces problèmes, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu parles de ces problèmes-là depuis longtemps dans tes albums. Est-ce que cette fois-ci, c'est beaucoup plus présent? Ngombe, on l'a pas écouté, mais ça sent la poudre. Bah oui, parce que c'est un peu ce que tu entends quand les gens te parlent de la situation. Quand tu les appelles, tu leur demandes comment ils ont dormi la veille, ils disent ah, cette nuit on a réussi à dormir, ou ils te disent bon, il y avait beaucoup de bruit de balles. Donc c'est aussi tes proches, c'est des gens que tu connais bien, tu vois quand tu entends qu'un membre de ta famille n'a plus le même timbre de voix, tu vois, ça t'affecte aussi, quoi. Donc tu fais avec les armes que toi tu as. Moi, les armes que j'ai, c'est de faire de la musique. Donc je l'utilise et voilà, je traduis moi ce que j'ai ressenti, tu vois. Est-ce que tu vas y retourner? Tu as des concerts sûr, prévus là-bas, non? Concert ou pas, mais en tout cas, j'ai l'intention d'y aller là. Bien sûr. Au mois de mai? Je sais pas quand, mais bientôt.